Le français est dévasté. Et moi, j'annonce que dans 30 ans, eh bien, le français sera une langue morte. Le français que nous avons. Mais non. Mais non. Mais vous êtes un pessimiste, mon pauvre. Mais c'est Sioran qui le disait. Mais Sioran était le pessimisme incarné. Non, mais c'est une évidence. Bon. Mais ce qui fait une langue, c'est l'usage. C'est l'usage. Et les claviers, maintenant. C'est catastrophique. C'est le peuple qui fait une langue, c'est pas les livres, c'est pas le dictionnaire. C'est l'usage. C'est les gens, c'est l'usage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parler comme jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Dans cet épisode spécial mené avec Thomas Rozek du podcast Programme B, nous allons parler du langage émoticône. Récemment, ma camarade Lorraine Bess, qui prépare ce podcast au quotidien avec moi, a attiré mon attention sur une interrogation en cours dans le monde de la justice. De plus en plus, les magistrats sont amenés à s'interroger sur le sens des emojis, ces symboles qui régulièrement ponctuent nos conversations numériques. Est-ce qu'un emoji couteau peut constituer une menace de mort ? Est-ce qu'un emoji cœur envoyé par un supérieur hiérarchique peut attester d'un cas de harcèlement ? Ça nous a donné envie, à nous, d'élargir la réflexion et de se demander quelle est la place et le rôle des emojis dans notre langage. Et au passage, on va se demander en quoi ces nouveaux modes de communication sont à la fois nouveaux et très anciens, pourquoi ils n'abîment pas la langue mais peuvent au contraire l'enrichir, et pourquoi ce n'est pas la fin du monde si nos parents, les juges et Alain Finkielkraut ont un peu de mal à les comprendre. Le SMS comme mode de preuve ? Oui, de plus en plus, mais pas dans n'importe quelle condition. En mars dernier, les juges du tribunal correctionnel de Valence ont considéré qu'envoyer un émoticône en forme de pistolet par SMS était constitutif d'une menace de mort matérialisée par image. Et notre invitée pour en parler, c'est ta co-autrice, Laëlia Maria Candéa, avec qui tu as écrit le livre Le français est à nous, paru cette année aux éditions de La Découverte. Tout à fait, et avec elle, on a commencé par se demander si les emojis c'était vraiment nouveau. Le fait d'utiliser des symboles pour se parler, c'est quand même nouveau, malgré tout, parce que c'est très nouveau qu'on puisse en fait communiquer par l'écrit, immédiatement. C'est ultra récent. Enfin, c'est la première fois dans l'humanité que les gens utilisent l'écrit pour des conversations, en fait. Ce qui n'est pas nouveau, c'est d'utiliser l'écrit en l'enrichissant avec des dessins, avec une mise en page rigolote, avec la taille des caractères. Enfin, on pense au Moyen-Âge, il y avait des manuscrits. Les manuscrits, c'était pas de l'écrit comme ça au kilomètre, avec la même police toujours partout. C'était des gens qui écrivaient à la main et qui décoraient énormément leurs manuscrits. Donc, ils enrichissaient déjà, il y a des centaines d'années, leur texte avec finalement un apport esthétique, purement esthétique, qui rajoutait du sens au texte. Donc, et on peut aussi penser aux hiéroglyphes que tout le monde connaît. Oui, c'est un peu la référence qui vient voilà. Tout de suite. Bah oui, c'est pareil, ils passaient un temps infini à dessiner des petits trucs alors que ça aurait été beaucoup plus efficace de trouver un autre système d'écriture. Donc voilà, en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise des images pour communiquer, mais pas de façon instantanée. Là, ce qui est nouveau, c'est que l'image est déjà faite, elle est disponible, et on peut juste la sélectionner et être toujours dans l'immédiat de l'échange, tout en utilisant un code écrit, enrichi. Moi, j'ai l'impression d'avoir encore 14 ans, j'ai pas grandi. Pourquoi ? Parce que je mets un emoji à chaque message, à chaque fin de phrase. Mais j'ai des emojis partout. Il faut me comprendre aussi, c'est super dur d'échanger par message. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand t'envoies un message, c'est pas comme si t'avais la personne en face de toi. Tu connais pas son intonation, tu connais pas spécialement son but, tu connais pas la façon dont il a envie de te le dire. Et les emojis, c'est la solution au problème. Par exemple, quand on parle des émoticônes, on pense aussi aux signes de ponctuation qu'on a détournés pour faire des petits bonhommes. Et ça, par exemple, c'est pas du tout nouveau. Il y a des articles qui parlent de ça, qui disent que ces premiers émoticônes-là datent de 1881. Alors, on peut trouver des traces, effectivement, depuis qu'on a l'imprimerie, on a des traces de gens qui ont essayé d'utiliser les caractères d'imprimerie pour construire des visages ou exprimer en fait des émotions. Mais c'était surtout la première fonction, c'est drôle en fait, c'est ludique, c'est rigolo d'enrichir un code qui est linéaire et qui est austère avec ce genre de choses. Mais ça fait partie du langage, parce qu'on se dit souvent « Ah là là, ces jeux-là, ça dégrade la langue ». Non, ça fait partie de la langue, qu'elle soit verbale ou non verbale. Le langage a pour fonction de communiquer en général, mais pas juste des informations. On communique aussi des émotions et on utilise aussi le langage avec des visées esthétiques et ludiques. Il ne faut pas réserver ça aux émoticônes en mode « Oh mon Dieu, le jeu avec la langue, c'est une dégradation ». Non, c'est un principe de la langue. Et si vous êtes geek, vous connaissez déjà l'emoji.
et l'émoticône. Un emoji, c'est une émoticône iPhone ? Ouais, enfin un téléphone en général pour exprimer nos émotions plus facilement. C'est ça. Vous le faites souvent ? Oui. Tout le temps, les filles. Pourquoi est-ce qu'on a du mal, du coup, à avoir l'impression que la langue, ça peut être ludique ? Pourquoi on a... C'est une vraie question, je sais pas, c'est quelque chose qui est assez paradoxal en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours et on a du mal à le penser. Peut-être parce qu'on a une conception très scolaire de la langue écrite. C'est peut-être ça qui déforme un peu notre imaginaire, je sais pas. Peut-être que parce qu'on pense toujours aux écrivains classiques quand on pense à l'écrit, alors qu'on utilise l'écrit depuis toujours, tout le temps, de plein de manières différentes. Et puis parce que je pense que le jeu avec la langue, suivant qui le fait, dans quel contexte, on va le voir autrement et le hiérarchiser autrement. Le jeu avec la langue, c'est le principe de la littérature quand même. C'est le principe, par exemple, jouer avec la ponctuation, les signes de ponctuation, Apollinaire le fait, on trouve ça très bien. Cocteau le fait aussi. Cocteau le fait. Et on voit ses lettres dans des musées, par exemple. Et voilà, alors lettres, qu'il fait des dessins partout. Voilà, il fait des dessins partout. On trouve ça magnifique parce que c'est Cocteau, en fait. N'importe qui fait ça. Simplement, il y a une différence de légitimité selon le statut social ou le capital culturel de la personne. Et c'est le principe de l'orthographe. Quand un écrivain ou une écrivaine fait des jeux graphiques avec l'orthographe, je sais pas, par exemple, dans Ubu-Roi, le fait de voir finance écrit P-H-Y, voilà, là, on va pas dire que c'est une faute. On va dire que c'est un jeu graphique. Donc, suivant, c'est des mêmes attitudes vis-à-vis de la langue. Simplement, elles sont plus ou moins conscientes, elles sont plus ou moins valorisées. Mais personne ne penserait à dire que, voilà, Cocteau, quand il fait des dessins dans ses lettres, c'est le signe qu'il sait pas écrire. Je voulais aussi citer Hervé Bazin, parce que c'est amusant aussi. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Plumon l'oiseau, où il s'amuse à inventer d'autres signes de ponctuation. Parce qu'on connaît le signe d'interrogation, on connaît le signe d'exclamation, le point, enfin la liste est très très brève en fait. Et lui, il invente le point de doute, le point de conviction, le point d'acclamation, le point d'autorité, le point d'amour. Et il utilise le point d'ironie. Par contre, il l'invente pas. Ça, c'est un point qui a été énormément défendu par plein de gens. Je trouvais que c'était extrêmement utile, que c'était indispensable d'avoir à l'écrit un point pour marquer l'ironie. Et en gros, c'est un signe d'interrogation mais à l'envers qui a été proposé et qui ne s'est pas imposé, mais son utilité a été très souvent défendue. On peut citer aussi Alain Damasio qui, dans ses livres, utilise souvent des ponctuations, voire invente des ponctuations et toute une symbolique. Si on en revient aux emojis, est-ce que l'une des clés de compréhension de l'incompréhension, justement, ou du fait qu'on puisse mal percevoir l'utilisation qui en est faite, est-ce qu'il y a une question de génération aussi derrière tout ça ? Est-ce que c'est tout simplement que ce sont les codes d'une nouvelle génération et que, par essence, les générations ont toujours du mal à se comprendre quand il y a des nouveaux usages du langage qui s'installent ? Oui, il y a probablement ça aussi, ça arrive à chaque fois qu'il y a un support nouveau, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on fait la même chose, on prend toujours toutes les ressources pour communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on prend tout ce qu'on a sous la main, donc là voilà, on a eu ce nouveau besoin de communiquer à l'écrit et immédiatement on a fait la même chose qu'on a toujours fait, on a enrichi, on a mis des images, évidemment il y a du commercial aussi derrière, les plateformes ont inventé des images, ont rajouté des images, ont étudié quelles sont les images qui vont être plus souvent utilisées que d'autres, etc. Donc c'est très complexe. Après, les phénomènes générationnels, bien sûr, on les trouve avec absolument tout comportement social. Il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas là. Le fait que les jeunes aient des mots que leurs parents ne comprennent pas, ça, on a toujours vu ça aussi. C'est aussi dans les fonctions du langage dont on parlait, il y a aussi la fonction cryptique, c'est-à-dire que on joue à avoir un certain langage qui sera compris de certaines personnes, mais pas de tout le monde. C'est aussi des jeux de connivence qui passent par l'inclusion de certaines personnes, l'exclusion de d'autres. Mais c'est vrai que si on revient sur le point de départ qui était la décision en justice, c'est quelque chose qui se pose dans la justice. Le fait qu'à des moments, on a des juges qui souvent sont des personnes quand même d'une certaine génération, d'un certain milieu social, qui ne comprennent pas, des fois, le langage des personnes prévenues. Et ça peut passer par les émoticônes, mais ça passe aussi par autre chose. Il y avait, par exemple, le mot « lol » qui n'était pas compris. Oui. Le juge pensait que c'était des initiales. Il demandait qui était désigné par ces initiales. Donc voilà, on a ces phénomènes de non-compréhension et qui ne sont pas spécifiques à notre époque, qui se rencontrent à chaque fois. C'est normal que les nouvelles générations créent de nouveaux codes. Est-ce que les emojis peuvent être considérés comme une forme d'argot, quelque part ? Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a toujours c'est pareil, c'est un phénomène qui est aussi ancien que la communication
langagière. En fait, à chaque fois qu'un groupe se forme, il se crée des codes. Donc il y a des codes qui sont éphémères, il y a des codes qui sont connus par un tout petit groupe, des codes qui sont connus par des groupes un peu élargis. On parle de communauté, de pratique, par exemple, en linguistique. Donc oui, tout à fait. Et on recrée de l'argot sur l'argot, parce que il y a le code des emojis, mais vu qu'il commence à être partagé par beaucoup de monde, à l'intérieur, on crée un nouveau code. On détourne leur sens. Typiquement, l'aubergine, le sens qui devient détourné pour donner un sens sexuel, ça va être compris juste de certaines personnes. Et dans certaines communautés, certaines émoticônes auront tel sens, dans d'autres, elles auront tel sens. Donc c'est intéressant. Plus le code, du coup, est répandu, donc moins il est argotique réservé à un certain nombre de personnes, et ben plus on va encore le détourner pour recréer ces phénomènes cryptiques, justement. Peut-être là, la différence, et on en revient à ce que vous disiez, Maria, au début, c'est la rapidité avec laquelle ces codes se diffusent, du fait, justement, de l'immédiateté qui est rendue possible par les outils numériques. Ça, pour le coup, c'est la vraie nouveauté, c'est la vraie différence avec les pratiques anciennes. Oui, peut-être. On a parlé de nouvelles formes de communication écrite. Enfin, le fait qu'on utilise l'écrit pour échanger dans l'immédiat, effectivement, c'est une pratique qui est non seulement nouvelle pour l'humanité, mais aussi partagée par toute l'humanité. Le fait qu'on ait des plateformes identiques dans les 4 coins de la planète, c'est aussi très nouveau. Donc et en fait, ça donne aussi des malentendus culturels. En fait, certains emojis peuvent être compris différemment parce que ça fait des allusions à des expressions dans une langue, pas dans une autre, etc. Donc on retrouve à la fois une communication mondiale et à la fois des malentendus aussi interculturels. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'inversement, il y a aussi des codes qui, pour le coup, passent de culture en culture, des cultures qui, des fois, se développaient un peu en parallèle et qui, là, maintenant, ont quasiment une base de langage commune. En tout cas, sur certains emojis, ça peut fonctionner. Mais ce qu'on va avoir, je pense, assez rapidement, ça va être des dictionnaires, des glossaires de sens d'émoticônes, comme on le voyait avec les premiers émoticônes, avec les parenthèses, les 2 points, etc. On avait des listes, des émoticônes au Japon, des listes en Europe, des listes aux États-Unis, puis après ça circulait, ça s'empruntait d'un côté de l'autre. Je pense qu'on verra assez vite aubergine, etc. dans des glossaires. Pour revenir à la nouveauté, je pense qu'une des nouveautés, c'est que, comme pour beaucoup de communication numérique, ça brouille un peu les frontières entre oral et écrit, parce que dans la catégorie, souvent quand on dit les émoticônes, ça sert à rien, en fait, ça sert à quelque chose qui est de compenser une perte qu'on a à l'écrit, souvent du langage oral. Typiquement, les émoticônes, ça peut servir à donner le ton. Quand on fait un petit smiley clin d'œil, ça veut dire quoi ? Le prends pas trop au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'oral, va passer par l'intonation, par les gestes, et vu qu'on n'a pas ça à l'écrit, normalement, à l'écrit, qu'est-ce qu'on fait dans une messagerie non instantanée, on l'explicite. Vu qu'on n'a pas le temps dans un SMS, on va le signaler par cet émoticône. Donc, ça a bien une fonction de communication. C'est comment compenser le fait que on ait des écrits qui maintenant sont très rapides, sont plus brefs, on le compense par ces outils-là. Du coup, on peut difficilement dire que ça appauvrit le langage. Ça l'enrichit complètement. En fait, ça enrichit les ressources du code écrit. Ça lui permet d'avoir une forme de ce qu'on appelle la multimodalité pour l'oral, c'est-à-dire de rajouter des équivalents de la posture, de la mimique, de la gestuelle, mais par l'écrit. Et en fait, ce n'est pas exactement non plus ni de la posture, ni de la mimique, ni de la gestuelle. C'est totalement codifié. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'autonomisation accrue du code écrit, ce qui est aussi très intéressant. Parce qu'on lit l'écrit par image. En fait, quand on lit les mots, on ne déchiffre pas, sauf quand on apprend à lire et à écrire, quand on est petit. Mais après, on ne déchiffre pas, on lit les mots comme des images. Et en fait, en enrichissant énormément ce code, on aboutit à une communication instantanée très efficace par l'écrit, qui ne passe pas du tout par une oralisation. C'est-à-dire que les émojis, on ne sait pas les lire à haute voix. Ils n'ont aucun équivalent à haute voix. Et c'est de plus en plus un phénomène qui est décrit sur l'écrit, pardon. Donc, justement, ça brouille les frontières. Justement. Voilà. Parfait. Mais sur les personnes qui disent que c'est une dégradation de la langue, par exemple, moi personnellement, si on me répond que par emoji, ça va m'énerver. Je comprends que ça énerve, mais ce serait pareil à l'écrit. Si la personne passait par l'écrit, sans doute, si elle dit juste OK ou d'accord, ça peut être frustrant de la même manière. Donc la question, c'est pas tellement le support emoji ou le support écrit, c'est nos manières de communiquer, et forcément, il y en a qui vont nous agacer. Mais je pense pas que le problème, ce soit le support. Souvent, je trouve que la question est mal posée. C'est normal de trouver que certains langages
sont pauvres ou ne nous conviennent pas ou nous agacent, mais je pense que si nous agacent, ce serait la même chose que ça passe par le verbal ou le non-verbal. Est-ce qu'on peut imaginer les emojis sortir justement de ces canaux de communication dans lesquels pour l'instant ils sont principalement utilisés, c'est-à-dire les communications très rapides par téléphone ou par Internet? Est-ce qu'on peut imaginer la constitution de la République française rédigée avec des émoticônes? C'est prématuré. C'est un peu trop tôt. Oh là là, Maria, tu vas hacher Alain Finkielkraut si tu dis ce genre de choses, quoi. Mais est-ce qu'on peut imaginer que justement, avant que ça ne touche la Constitution, ça puisse, on parlait de littérature tout à l'heure, ça puisse arriver de plus en plus dans l'outillage? C'est déjà le cas, c'est déjà dans la littérature. On parlait des lettres de Cocteau, il y en a. Apollinaire joue aussi avec les signes de ponctuation, les lettres, en jouant sur la frontière écrit-oral, dessin, écrit. En fait, c'est déjà le cas. Les hiéroglyphes, ça a déjà existé, comme dit Maria. C'est juste que on est habitué, encore une fois, à réserver ces jeux avec la langue à certains domaines et à les considérer comme nobles, comme intéressants dans certains domaines. Comme la création littéraire prend de plus en plus des supports numériques, forcément, on verra des émoticônes dans les créations littéraires. Oui, Maria a tout à fait raison. Il y a de plus en plus de livres qui vont jouer sur le numérique, que ce soit en demandant aux lecteurs ou lectrices de lire sur du numérique ou que ce soit en intégrant, par exemple, des communications numériques, des tweets, etc. Et donc, on a déjà aussi les émoticônes dans la littérature. On les verra dans les bandes dessinées. Enfin, je dis, c'est normal, c'est notre époque. Donc, il n'y a aucune raison de les garder à un domaine restreint. C'est comme la même chose pour les acronymes, le langage SMS, qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines. Le langage émoticône, comme tout langage qui se répand, peut être détourné et donc donner lieu à des polémiques. Par exemple, actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Ligue anti-diffamation a attiré l'attention sur le fait que le symbole OK, vous savez quand il y a les deux premiers doigts qui se touchent et les autres en l'air, ça signifie pour le commun des mortels justement OK, mais c'est de plus en plus utilisé par des suprémacistes blancs pour représenter les lettres W et P, donc White Power, pouvoir blanc, pouvoir des blancs. Ce signe a ainsi été beaucoup utilisé dans la campagne de Donald Trump, mais aussi par Marine Le Pen qui s'est défendue d'avoir eu connaissance de la connotation raciste de ce signe. Ça nous montre finalement que les emojis fonctionnent comme n'importe quel autre élément du langage. Ils peuvent avoir plusieurs sens, des sens initiaux, des sens détournés. Ils peuvent servir aussi bien à stigmatiser qu'à s'émanciper. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Parler comme jamais avec Programme B, le podcast d'actualité de Binge Audio. Parler comme jamais est un programme de Binge Audio, réalisé en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, rattachée au ministère de la Culture. Je prépare chaque émission avec ma collègue Maria Candéa, enseignante-chercheuse à l'Université de Paris 3. Merci à Lorraine Bess et Diane Jean qui ont produit cet épisode. Merci à Vincent Hivert qui l'a réalisé. N'hésitez pas à partager autour de vous et à nous indiquer en commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez voir abordés. Salut et à bientôt.